Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans TV Images 48. Depuis 2011, l'UNESCO a inscrit Kos et Cévennes sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité en tant que paysage culturel vivant de l'agro-pastoralisme. Nous avons rencontré sur le Cosméjean un cultivateur-éleveur qui a vécu les différentes évolutions apportées progressivement par la modernité. Et il a préféré nous parler de son métier de berger et ce qu'il en devient aujourd'hui. Un film réalisé par Patrice Guichard. Être berger, c'est s'occuper d'un troupeau de moutons toute l'année. Et maintenant, le métier de berger a bien changé parce qu'on a des clôtures, ça aide beaucoup. Autrement, autrefois, un berger il partait le matin avec ses brebis, la musette, et il restait toute la journée là-bas dehors. Et il rentrait que le soir. C'est quand même assez dur parce qu'on attrapait toutes les intempéries, la chaleur, la pluie, le vent. Maintenant, les brebis sont plus douillettes, on les soigne davantage. On les met moins au mauvais temps. Et puis, il faut quand même pas avoir peur de la solitude, parce que toute une journée là-bas dehors avec des boutons, c'est quand même long des fois. Mais quand on aime ça, c'est pas long. On découvre la nature, on découvre la flore, la faune. On observe, on a le temps tout le jour. Et bien, manger toute la journée, il s'occupe de ses brebis, il faut qu'il les promène, il faut qu'il les arrête quand elles vont trop vite. Et il y en a qui lisent, qui écoutent la radio, maintenant les bergers modernes, c'est ça. Moi j'ai débuté à l'âge de 17 ans, et j'ai fait berger salarié pendant 10 ans, là, sur le Cosméjean, sur 3 exploitations différentes. Alors il y avait la Loue, on se plaçait pour une année. Et il y avait la Loue, c'était la foire de Méruège le 29 septembre, la foire de la Saint-Michel. Alors il y a des bergers qui, la veille, ils gardaient le troupeau d'un propriétaire, et 2 ou 3 jours après, ils gardaient le troupeau chez un autre, s'ils ne voulaient pas rester à l'exploitation où ils étaient, ou bien si on voulait changer. Pour faire boire les brebis. Et l'hiver, elles buvaient en bergerie, on avait des citernes. Et l'été, elles buvaient souvent dehors, il y avait des mares ou même des endroits, il y avait quelques puits ou quelques sources. Enfin, des sources, il n'y en a pas beaucoup. Et c'était très dur parce qu'il fallait sortir l'eau à coups de seau du puits. À l'époque, on ne connaissait pas les moteurs électriques encore.
Alors il fallait sortir ça à la force du poignet. Et en période trop sèche, on allait la chercher à Merveilles, avec des tonnes ou des tonneaux. À l'époque, on n'avait pas bien des tonneaux, ça remonte aux années 60. Et l'hiver, moi je me rappelle là-bas à Brigas, des fois les citernes finissaient quand les brebis étaient dedans, et on allait carrément la chercher à la mare. On faisait reculer le char à bœuf dans la mare, et on puisait ça à coups de seau dans des barriques de 200 litres. Il y en avait pour des fois 2 journées, ça dépend de l'importance du troupeau. Alors la traite, parce que il y a beaucoup de gens qui avaient abandonné de traire les années 60, mais avant tout le monde faisait la traite sur le Cos. Et on trayait pour Roquefort. C'était quand même assez pénible parce que c'était en dehors des horaires de travail, disons. C'était le matin et le soir. Pour traire 200 brebis, à peu près, à 4, il fallait 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et les brebis n'avaient pas du lait comme maintenant, elles avaient 3/4 de litre. Maintenant qu'elles ont 3 litres de lait là au début, ou 2 litres et demi, il aurait fallu beaucoup plus de temps. Au mois de juillet, là, il faisait chaud. Les bergeries n'étaient pas grandement denses, c'était sous des voûtes. Alors quand on rentrait là, l'ammoniaque le matin, et puis il faisait chaud. Alors c'était quand même assez dur. Et le plus embêtant, c'était quand elle rentrait mouillée. Là, avant qu'elle soit tondue, quand elle rentrait trempe, on se trempait tout. On avait une autre paire de pantalons qu'on mettait sur ce qu'on avait, et on bourrait les côtés de paille. Alors comme ça, on ne sentait pas l'humidité. Parce que quand on trayait à 4, souvent il y en a 2 qui commençaient de traire les brebis, et puis 2 autres, on était en arc de cercle, et puis les 2 autres aux extrémités les finissaient de tirer ce qui restait. Ah ben le lait, il était vendu à Roquefort. Moi j'ai connu là sur le Cos une dizaine ou 12 laiteries. Alors c'était un peu par secteur, et les gens portaient le lait tous les jours à la laiterie, avec des chevaux, puis après avec des camionnettes. Et le lait était traité à la laiterie, le fromage était fabriqué, égoutté, salé, et quand c'était prêt, hop, il passait avec des camions pour le transporter au cave, pour l'affinage. On pense aux bergères aussi. Parce qu'autrefois, quand on avait regardé manger les brebis pendant un moment, après, il y avait des bergères, alors on allait les rencontrer des fois un peu. Le temps était moins long. Moi, j'aurais pu faire autre chose que berger, parce que j'ai fait 3 ans d'études en centre d'apprentissage, et j'avais un cousin qui m'avait trouvé une place chez un chauffagiste là-haut à Mende, et puis j'y suis pas allé. J'ai fait berger. Ça n'a pas bien fait plaisir à mes parents, mais bon, ils se sont habitués. Surtout que ma mère était dans l'enseignement, alors ça lui faisait pas trop plaisir que je fasse berger. Mais bon, j'ai gagné ma vie, tant bien que mal. On a travaillé, j'ai eu des aides pour travailler. J'avais un frère qui venait souvent nous donner la main, un oncle. Et puis les enfants se sont mis au travail de bonne heure. On n'a pas fait comme en même temps qu'ils attendent à 40 ans pour se mettre au travail. Je vois le métier de berger en disparition. De toute façon, sur le Cos, il n'y en a plus. C'est les propriétaires qui font les bergers. Le dernier berger salarié, là, il est un peu plus âgé que moi. Et après lui, il n'y en aura plus. Parce que, premièrement, un berger, avec le salaire et tout, et les charges, ça coûte quand même cher. Et on ne pourrait pas se le permettre. Et puis maintenant, avec les clôtures, bon, le berger n'est pas indispensable. C'est un peu maintenant si on a le loup qui revient. Là alors, autrefois il y avait des bergers qui surveillaient les brebis, on les rentrait le soir. Maintenant les brebis sont dans des clôtures, alors bon, on risque d'avoir des problèmes. Surtout qu'on les laisse coucher la nuit dehors pendant l'été. Alors c'est là que ça posera peut-être un peu des difficultés.
Le loup, c'est peut-être une légende pour certains, mais c'est une réalité pour d'autres, parce que quand vous avez le loup qui attaque le troupeau de brebis, c'est pas très intéressant. Et on a eu un loup là, ça fait 3 étés. On n'en a pas eu depuis. Mais bon, je vais vous donner mon avis personnel. Je pense que ce loup, il n'est pas venu là par hasard. Il est venu en taxi. On a voulu peut-être un peu nous tester. Ils se sont un peu trompés. Parce que les brebis avec le loup, ça ne va pas bien ensemble. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de troupeau de brebis, que vous ne soyez pas paysan, on peut cohabiter. Maintenant, avec un troupeau de brebis, c'est quand même assez difficile de cohabiter avec le loup. C'est mon avis personnel maintenant. Bon. Parce qu'on n'élève pas des brebis pour les faire dévorer au loup. Si les anciens les avaient éliminés, il y avait bien une raison. C'est un très beau film et je suis persuadée qu'il vous a plu. Mes valises m'attendent, je m'en vais, mais je vous retrouverai en septembre. Pour l'heure, je vous laisse avec Patrice dans sa salle de montage pour Mystère. Au revoir, passez un bon été. Ah, vous êtes là? Non, je ne vais pas vous faire un cours sur le montage vidéo. Moi-même, bon. C'est pour vous parler d'une icône du cinéma français, Michel Galabru. Enfin, c'est plutôt lui qui va parler. Quand j'ai rencontré Michel Galabru, il était l'invité d'honneur du Festival international du film de Vébron et je l'avais entendu parler de ses origines cévenoles. « De quoi voulez-vous qu'on parle ?» me dit-il. « De vos origines cévenoles. » La caméra n'était pas encore en place qu'il a répondu à la question. Regardons. Le Bousquet d'Orbe. L'origine, c'est le Bousquet d'Orbe. Oui, et Avesnes les Bains. Alors, vous connaissez la région ou vous ne connaissez pas? Parce que, est-ce que vous connaissez Avesnes les Bains? Voilà. Avesnes les Bains, moi, mon grand-père était médecin de village, donc, bonjour madame, il était médecin, donc il venait à l'établissement thermal pour y soigner les malades, là. Et donc, il avait une propriété, une maison, et puis tout un champ, un grand champ, là, un immense champ, et puis un village, tout ça, c'était à son père. Son père, vous savez, ça peut durer la journée, hein, mon interview. Son père était un type qui savait à peine signer son nom, à peine signé, mais qui a fait fortune. Il a fait fortune en vendant des costumes dans les marchés, des pantalons. Et dans la région, on le surnommait Pantalon. C'est Pantalon premier. Mon grand-père, c'est Pantalon 2. Mon père, c'est Pantalon 3. Moi, c'est Pantalon 4. Et Jeannard, c'est Princesse 5. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, alors ce type, cet arrière-grand-père, qui ne savait ni lire ni écrire, a fait fortune en vendant des costumes. Il avait une propriété en Algérie qui approvisionnait en eau tout Alger. Il avait des magasins partout dans l'Hérault, à Pézenas, à Bédarieux, peut-être ici, j'en sais, des magasins partout. Il avait donc une immense fortune et il avait à Avesnes une maison avec une grande propriété et un village qui s'appelait Beaudésert, et il s'est fait enterrer sur une montagne, une petite montagne qui est dans le tournant avant d'arriver à Avesnes. Il a son tombeau parce qu'autrefois on avait le droit de mettre son tombeau sur sa propriété, et donc quand j'arrive, je vois mon arrière-grand-père sur le sommet de la montagne. Je le salue, je salue sa première femme, il s'est marié 2 fois, je salue sa seconde femme, et je rentre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il avait beaucoup d'enfants, dont un qui était médecin. Il a payé des études à tous ses enfants, dont l'un était médecin, et c'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Et après, ça a été donc une dynastie de médecins qui s'est installée là, parce que son fils, après, mon oncle a été médecin, le fils de mon oncle a été médecin,
Mon frère est médecin, vous voyez? Vous voyez? Voilà. Vous avez grandi à Avesnes alors, Michel? Ah non, pas du tout. Alors, mon père était du Bousquet d'Orbe et d'Avesnes, à 12 km, c'est la même chose à peu près. Et mon père a fait ses études à Paris pour devenir ingénieur des ponts et chaussées. Il y a eu la guerre 14, il a fait la guerre 14, et il est sorti de là capitaine ou commandant du génie. Et après, quand ses études étant faites, il a demandé en main la main de ma mère, qui ne voulait pas. Très important, ce que je vous dis là. Ma mère ne voulait pas de mon père. Et là, nous risquions le tout pour le tout. Si elle n'avait pas accepté à la fin, je ne serais pas là. Et quelle perte! Et là, il a fait le signe de couper, car passait la comédienne Nathalie Courvel. Nathalie Courvel a beaucoup tourné au cinéma dans les années 70 avec Georges Lautner, Jean Auriel, Gérard Pires, qui lui doit ses meilleures scènes dans Elle court, la banlieue. Et sans prévenir, Michel Galabru repart sur un épisode de tournage et pour plein d'autres souvenirs. Monsieur, quelques tranquilles, trop tranquille, pas quoi. Il faisait un soleil terrible, la pauvre, et ses fesses rougissaient, rougissaient. On aurait dit un phare. Salut. Bon, alors. Ce festival. Hein? Ce festival. Ce festival. Ah ben, j'ai pas fini ma famille. Ah, pardon. Vous me demandez ma famille, merde. Vos origines, c'est Ça vous intéresse pas? Si. Mes origines séminoles, je viens de vous les dire. Oui. C'était les médecins du Bousquet d'Orbe. Jusqu'à maintenant, mon frère est médecin aussi. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors après, mon père étant ingénieur des ponts et chaussées, chez Schneider, il a été nommé pour fabriquer le port de Casablanca, après celui de Safi. Et c'est là que je suis né, à Safi. Ma mère s'est laissée faire à Safi. Safi, c'est la capitale de la sardine, non, là-bas au Maroc? Oui. Cultivé. Il est cultivé. Oui, la sardine de Safi, Ah oui. Quelque chose. impec. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là au lieu d'aller travailler, vous, hein? Hein? En fait, c'est les vacances. C'est les vacances? Ah oui. Je travaille pas. Ils sont mignons, hein, c'est fou, hein? Ah là là, que c'est joli. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bon, alors bon, je suis né au Maroc, à partir de là, je suis resté 8 ans au Maroc, mais on revenait toujours en vacances, là, à Vennes-les-Bains, où on a une villa, vous voyez? Au bord de l'Orbe. Voilà. Alors après, mon père a été nommé à Havre, mon père a été nommé à Madagascar, mon père a été nommé à Lyon, je suis déplacé, et moi aussi. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez savoir maintenant? Votre impression sur le festival? Mon impression sur le festival, c'est très difficile à dire. Alors, le festival, très agréable. Très agréable, pourquoi? Pour le festival, sa mission est de découvrir des films. Donc un festival comme ça, c'est très, très important. Parce que peut sortir d'ici peut-être un très grand metteur en scène qui sera international. On peut dire qu'on l'aura révélé ici. C'est pour ça que c'est très important. Parce que ces gens qui font des films et qui n'ont pas beaucoup de moyens au départ, comment se faire connaître? Ils n'ont pas d'autres. Heureusement qu'il y a des gens qui ont eu l'idée de faire ces festivals. Et ce festival d'ici va devenir de plus en plus important. Et si jamais il y a un grand réalisateur qui naît ici, alors on dira, on mettra sa statue au blanc, et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Il me photographie sans que je le sache. Non, Il filme en plus. Voilà. La Lozère, vous connaissiez? La Lozère, je connaissais parce que... Je connaissais pas parce que... Vous savez, on devait m'amener, quand j'étais petit, on faisait des trucs, on parlait toujours de la veine Armand, voilà, vous savez, quand on n'est pas loin, alors je voyais beaucoup de gens qui allaient là, qui m'amenaient faire une balade. J'ai fait des balades ici, mais bon, dire que j'étais petit, je me souviens pas exactement. Vous l'avez un peu visité en faisant la route jusqu'ici? Ah oui, c'est très joli. Oui, j'ai découvert un peu parce que
qu'il y a d'assez surprenant ici, c'est cette descente dans une espèce de gouffre qui est Pébron. Hein, c'est là. On est tout étonné quand on arrive parce qu'on est au fond. Ça serait comme une plateforme qui serait au fond d'un grand vase. Oui. C'est la montagne à l'envers. Voilà, voilà. C'est la montagne à l'envers si vous voulez, mais c'est la montagne quand même. C'est quand on monte, c'est plat, et quand on descend, c'est creux. Bon, ça c'est trop compliqué pour moi. Alors là, franchement, alors là, pour moi, c'est une descente avec un trou. Voilà. Après, il va falloir remonter pour partir. Eh oui. C'est ça qui est emmerdant. En 1977, pour son rôle dans le film de Bertrand Tavernier, Le juge et l'assassin, Michel Galabru s'est vu décerner le César du meilleur acteur. Et lors de la cérémonie de clôture du Festival international du film de Vébron, une personne dans la salle lui demande de rappeler dans quelles conditions il a reçu le César. Sur des images de Jean-Yves Chaumont. Mon César, mon César. Ben, on ne sait pas quand on a son César. On ne sait pas. Moi, je me disais, quand j'ai vous savez, le César, il sélectionne 4 acteurs. 4 hommes, 4 femmes. On ne sait pas qui va l'avoir. C'est une sélection de 4, première sélection. Et après, il y a une grande soirée, et on choisit. Il y a le vote, et on choisit. Il y en a un qui sort, fatalement. Mais moi, nous étions 4, mais moi, j'avais 2 longs. J'avais, comment il s'appelle, le grand, merde, je ne sais plus de mémoire des noms. Il y en avait 4, oui. Dont moi, oui. Ça, c'était pas oublié. Il y avait Delon, le grand, là, qui a eu des emmerdes avec ses impôts. Depardieu. Et puis un autre, là, qui s'est suicidé, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut faire, hein? Je dis, c'est pas la peine que j'y aille. C'est pas moi qui vais être nommé, hein. Et puis, c'est ce qui me fait penser qu'ils savent quelque chose avant. Je tournais un truc, là, et le président de César, là, est venu me trouver et me dit, vous devriez venir à la cérémonie. Alors j'ai dit, non, je viens pas, c'est pas la peine. Elle dit, vous risquez de l'avoir. Oui, qu'est-ce qu'il savait, je sais pas. Je rentre chez moi, je veux dire que ma première femme était assez bizarre. Je rentre chez moi, et ma première femme me dit, assez méchamment, alors tu n'y vas pas. Ben, je lui dis, nous avons conclu que j'y allais pas. Tu me dis, ah, t'es pas sûr de l'avoir, c'est pas la peine d'y aller. Toi-même, bon. Tu as fait ça pour m'empêcher de laisser le coiffeur, pour m'habiller maintenant. Et bien maintenant, tu vas m'attendre, tu vas y aller. Putain, j'ai dit. Et à ce moment-là, il dit, et personne va chercher du pain. J'ai 2 enfants, ils n'y vont pas, je vais chercher mon pain. Et avant, je vais chercher le pain. Je me dis, mais t'en as rien à secouer. Tu t'en fous. Si tu l'as pas, t'as rien à secouer. Tu vas, et puis c'est tout. Je reviens et je mets mon smoking. À ce moment-là, ma femme me dit, alors tu y vas. Eh oui, j'en étais sûr. Et bien maintenant, tu vas m'attendre. Quoi? Je m'applique. Et nous sommes partis, je l'ai attendu. Je vais arriver en retard. Très en retard. Et alors j'ai bousculé. J'avais ma cravate, j'avais un nœud, je ne pouvais pas me mettre ce papillon qui tournait tout le temps. Toute la soirée, j'ai essayé de rester pas comme ça. Et arrive le truc, et on dit, et nommé Michel. Oh là là, je suis levé, j'ai été sonné. Et puis, vous savez, il faut faire un petit discours après. Je n'ai rien préparé. Je n'ai pas. J'ai été très intimidé parce que moi, malgré que l'apparence, j'ai toujours été très embêté par ma timidité, quoi. J'ai l'air comme ça, parce que c'est paradoxal tout. C'est très timide. Très très timide. J'ai pas pu choisir une femme, c'est elle qui m'a choisi. Je vais emprunter. Je ne sais pas d'où je tiens à cette infirmité,
Donc je suis sorti de rang, je montais sur la scène. Et il faut dire au petit Daïch, je n'ai rien dit. Et maintenant, il le montre quelquefois. Donc je fais. Ah, et puis il me donne le truc, je prends le machin, je fais. Tout le monde a dit, mais il est fou, il dit rien. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. À presque 92 ans, Michel Galabru a toujours son légendaire tonus. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. On se retrouve naturellement le mois prochain. Courage si vous travaillez, courage si vous prenez des vacances. À bientôt.